Elle porte la frange la plus célèbre de la Ve République. Quand elle était petite, elle pensait plutôt devenir archéologue ou prof, comme son père. Elle grandit à Orléans, pavillon familial et ambiance stéréophonique à la maison. Un père de gauche, une mère de droite. C'est le côté paternel qui l'emporte, le Nivernais, comme François Mitterrand. C'est aussi son père qui l'amène sans le savoir vers une carrière d'ingénieur quand il observe des résultats qu'il juge insuffisants dans les matières scientifiques. Elle le prend comme un défi. Grâce aux Rolling Stones et au Coca Light, elle travaille beaucoup et monte à Paris. Ce sera Normal Sup, l'agrégation de physique et l'école des mines, celle qui dispose du meilleur carnet d'adresses du pouvoir. Un début de carrière dans l'industrie et l'envoi d'un CV en 1990 qui va tout changer. À 30 ans, direction l'Élysée. En un an, elle occupe le bureau d'à côté et récupère le portefeuille de Jacques Attali, de 15 ans son aîné, Sherpa du président et secrétaire général adjointe du palais. Les affaires étrangères et intérieures, la vigie du président pendant 5 ans jusqu'à la fin et les secrets qu'elle voit passer. Mais c'est surtout la présidente d'Areva pendant 10 ans que le monde retient. En tête des plus grands classements internationaux des années 2000, elle est l'incarnation de la réussite féminine à la française et bien seule à occuper cette tâche. Certains la disent clivante, bagarreuse, assurément puissante. Sa devise, foncez et réfléchissez dans ce sens-là. Pour ce deuxième épisode de notre série consacrée aux conseillers de l'Élysée, nous recevons celle dont Mitterrand disait « Elle sait dire non avec le sourire ». Bonjour Anne Lauvergeon. Bonjour. Merci d'être l'invité de Sens Politique. Je rappelle le principe de cette émission, une invitée et 3 archives pour retracer son parcours, son engagement et sa personnalité. Et merci à vous de nous écouter. Vous êtes sur France Culture. Alors c'est à l'âge de 6 ans que vous rencontrez pour la première fois François Mitterrand à Lauvergeon pendant une campagne électorale dans la Nièvre en 1965. Le candidat socialiste se rend chez Gaston Lauvergeon, votre grand-père menuisier. Est-ce un souvenir reconstitué ou une réminiscence exacte ? Ça n'est pas du tout un souvenir, je ne m'en souviens pas. On me l'a raconté. Il venait faire, effectivement, il avait un système électoral très très au point. Toutes les communes de la Nièvre devaient être entre 2 scrutins visités au moins 3 fois. Et donc, il y passait beaucoup de temps. Il arrivait en général en retard. Il passait du temps avec les gens. Il les écoutait. Il voyait ce qui les intéressait. Il leur parlait aussi des affaires françaises, des affaires du monde. Et mon grand-père, qui était adjoint au maire d'une commune de 33 habitants, Saint-Didier, faisait partie de ces Nivernais pour qui François Mitterrand était le François. Et quand on avait dit le François, on avait tout dit. Vous diriez que c'est peut-être l'un de vos premiers souvenirs politiques ou il y en a un autre qui vous vient en tête ? C'est pas un souvenir politique parce que oui, le François, oui, c'était une référence. Moi, la politique, c'était amusant parce qu'effectivement, vous disiez, la famille de maman était plutôt de droite, même carrément à droite, et les batailles homériques entre mon père et son beau-père, mon grand-père, sur l'un qui lisait Le Monde, l'autre qui lisait Le Figaro, et il disait, mais de toute façon, mon pauvre Gérard, vous ne pouvez pas être informé, vous lisez Le Monde. Et il rétorquait, mais Le Figaro, c'est du vide. Donc oui, j'ai entendu parler politique, moi, très jeune, et puis je me suis passionnée, j'écoutais la radio, les radios, je changeais de radio, oui, ça m'intéressait beaucoup. Et qu'est-ce qui fait que c'est justement ce côté gauche que vous revendiquez ? Je ne sais pas si vous le revendiquez encore d'ailleurs. Est-ce que vous êtes toujours une femme de gauche, Anne Lauvergeon ? Je me suis jamais revendiquée, parce que revendiquer, ça veut dire que quelque part on n'est pas vraiment. Hein. Ça veut dire qu'on fait semblant d'être. Moi, je me reconnais plutôt dans la gauche, mais en même temps, je suis assez composite, c'est-à-dire il y a des aspects sur lesquels je ne me reconnais pas totalement. Par exemple, moi, il y a toute une tendance de la gauche aujourd'hui qui ne me plaît pas du tout. Donc, non, je suis assez indépendante. Et d'ailleurs, quand François Mitterrand me propose de devenir secrétaire général adjoint, je lui rappelle que je ne suis pas au PS, etc. Et reflet de la liberté qu'on pouvait avoir, il me dit « Attendez, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes systématiquement contre tout ce que je fais ?» Je dis « Non. » Il me dit « Ça me suffit. » Donc, il y avait une très, très grande liberté ensuite. Une question d'actualité d'Arsène sur Instagram. La gauche peut-elle gagner en 2027 ? Tout dépend de la gauche elle-même.
C'est-à-dire, est-ce qu'on arrête sur des dérives, des tendances, le woke et d'autres sujets avec des batailles de chapelle absolument inintéressantes pour tout le monde? Est-ce qu'on retrouve le sens de ce qui a toujours été historiquement la gauche, c'est-à-dire la défense de tous les gens qui sont dans des situations sociales, économiques extrêmement difficiles? Est-ce qu'on a un projet collectif? Et puis, est-ce qu'on a un leader? Est-ce que vous avez déjà pensé à vous présenter au suffrage universel? On me l'a proposé. On me l'a proposé, je dirais que c'était à l'époque, c'est Martine Aubry, quand elle était devenue la numéro 2 de Pierre Mauroy à la mairie de Lille. Et c'était, je pense, très astucieux de la part de Pierre Mauroy pour gagner un mandat de plus, sans trop de difficultés. On m'a proposé des tas de villes comme ça où je pourrais être la numéro 2, la carte jeune d'un mandat un peu... Voilà. Je me suis posé beaucoup de questions, mais c'était dans des villes avec lesquelles je n'avais pas de relation forte. Alors, je pense qu'il faut porter quelque chose dans la vie. Et de manière un petit peu romantique, je me suis toujours dit que ouais, moi je m'enrôlerai le jour où ça ira vraiment très très mal. Donc ça pourrait être bientôt? Vous trouvez que ça va très 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 mal? Je rajoute Et un vous? trait. Hein. Je ne sais pas combien de traits il y a avant. Oui, ça va pas bien. Ça va pas bien. Je trouve que la France va pas très bien et l'Europe va pas bien non plus. Et oui. Mais vous pourriez jouer un rôle, vous, dans cette reconstruction de la gauche? Je vous dis, je n'ai jamais été au Parti socialiste, je ne me suis jamais encarté, je n'ai pas de... Donc je fais partie... Vu par les politiques, je suis un peu une touriste. Hein. Alors vous arrivez à l'Élysée en 1990, diplômée de l'école des mines, Anne Lauvergeon, vous vous apprêtez à rentrer chez Saint-Gobain et là, vous entendez parler d'une offre de conseillère technique aux affaires économiques et au commerce international. Vous envoyez un CV. Pour quelle raison vous vous apprêtiez à devenir ingénieur? Pourquoi cette envie de... J'étais ingénieur, j'avais travaillé dans la sidérurgie, je m'étais occupé de ressources humaines, je m'étais occupé de sous-sol dans l'Île-de-France, j'avais fait des choses très, très, très appliquées. En fait, c'est pas du tout moi qui ai eu l'idée d'envoyer un CV. J'aurais jamais pensé envoyer un CV à l'Élysée, j'aurais trouvé ça complètement ridicule. Et... Non, c'est un ancien de l'Élysée qui m'a dit, bon, il y a un poste qui va se pourvoir, c'est pas vraiment votre profil. Mais si ça vous intéresse, vous me donnez votre CV. Et puis le jour où il y aura un poste peut-être de votre profil, alors à ce moment-là, bon, j'ai envoyé mon CV, mais vraiment la bouteille à la mer. Et c'était le cas. J'ai été convoqué au bout de 15 jours, 3 semaines. Christian Sauter, Jean-Louis Bianco. Et d'ailleurs, au passage, je fais une bévue absolument atroce. Dans l'entretien avec Jean-Louis Bianco, secrétaire général de l'Élysée, il me demande, mais si on vous proposait le poste, est-ce que vous l'accepteriez ? Et je réponds, je dirais banco. J'ai jamais dit banco avant, j'ai jamais dit banco après. Banco à Bianco, vous imaginez, ça m'a cassé les pattes. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ma petite Anne, c'est pas possible. Bon, j'ai terminé l'entretien quand même. J'ai été prise, alors je sais que le président a choisi, en fait, sous l'angle, justement, qu'il avait un peu marre des énarques partout, et qu'il voulait quelqu'un qui ait un profil très différent, qui ait fait vraiment du terrain... du vrai. Et c'est cette spontanéité, ce naturel qui va sans doute plaire à François Mitterrand, puisqu'on va le voir, vous passez de conseillère à confidente 5 ans plus tard. Alors à ce moment-là, vous n'êtes encore que conseillère technique. Vous savez que François Mitterrand n'est pas très friand des sujets économiques et vous lui écrivez des notes au style littéraire avec un peu de profondeur historique. Quelles ont été vos inspirations pendant ces années de conseillère ? Alors, j'étais même pas conseillère technique, hein, qui est déjà un poste à l'Élysée, chargée de mission. Donc vraiment le niveau, vous savez, le premier niveau. J'étais dans mon petit bureau bas de plafond et puis j'avais la liste de tous les gens que le président allait recevoir, les visites, etc. Il fallait que je fasse la note économique, les relations bilatérales, multilatérales. Et puis je recevais bien sûr beaucoup de documents qui viennent des finances, du Quai d'Orsay, d'un peu partout. Et j'aurais pu faire effectivement en 1 page et demie la synthèse de ce que je disais. En fait, j'essayais de faire totalement différemment. Je me suis dit effectivement, c'est plutôt un littéraire. On sait que les chiffres, ça lui plaît pas trop. Alors, je le connaissais que de l'extérieur. Hein. Et j'essayais de me dire, bon, je fais un produit unique pour une personne unique, donc je vais faire quelque chose qui va peut-être l'intéresser. Donc je parlais, par exemple, je sais pas, la visite du président argentin. Je partais de, et je le disais, hein, l'histoire de l'Argentine, la géographie de l'Argentine, un peu de littérature, etc. Et je faisais une note où en fait je mettais tout ce que je voulais mettre
en enrobant ça dans quelque chose qui était beaucoup plus absorbable. C'est-à-dire, je faisais, vous savez, un peu comme pour les enfants, la gélule qu'ils ne veulent pas avaler, on met des bonbons autour. Je faisais ça. Et visiblement, ça a marché parce que ça l'a intéressé. Dans quel endroit précis du palais êtes-vous à ce moment-là quand vous occupez ce poste de conseillère aux affaires économiques? Alors, je ne sais pas comment on dit aile droite, aile gauche. Je suis dans l'aile gauche quand on rentre à l'Élysée. Je suis vraiment dans une petite soupente. Que j'aime bien d'ailleurs, il y a un petit côté, vous savez, monastère. J'avais ma petite... Alors je sortais, on va aux réunions à Matignon, on va dans les ministères, et puis j'accompagne le président, ça c'est un des privilèges de ma fonction, j'accompagne le président dans les visites extérieures. Et la première visite que je fais, c'est Bangladesh-Pakistan. Bangladesh, un des pays les plus pauvres du monde, où on amène des choses. Pakistan, c'était Benazir Bhutto. Il y avait un soldat tous les 500 mètres et le Pakistan attendait la coopération nucléaire de la France. Construire des réacteurs. Alors, c'est un sujet que je connais un petit peu. Déjà, à l'époque, j'ai travaillé au CEA. Et le Quai d'Orsay avait décidé avant le départ que de toute façon on n'en parlerait pas. Sauf que là-bas, c'était le seul sujet et Benazir Bhutto tenait sur son siège grâce à ça. Et donc, j'ai essayé de trouver la solution. Et la solution, c'était de dire oui au Pakistan à condition qu'ils acceptent les contrôles intégraux des Nations Unies. Or, on savait très bien qu'ils ne les accepteraient jamais puisqu'ils avaient des armes qu'ils cachaient. Alors vous envoyez toutes ces notes parfois arides et vous vous demandez si François Mitterrand les lit bien. Et pour le vérifier, vous avez une astuce. Dans 90% des cas, il mettait un vu à l'encre bleue, entouré comme ça, F, M. Alors, un jour, je devais faire une note sur la dette polonaise, qui était particulièrement, je dirais, ardue, technique, pas passionnante a priori. Au milieu de deuxième page, j'ai glissé une faute d'orthographe. Et ça m'est revenu avec un énorme, la faute entourée au bleu, et dans la marge, O, point d'exclamation. Et alors j'étais heureuse, j'étais là avec ma note, il me lit. Un extrait du magazine Envoyé spécial diffusé sur France 2 en 2017 est intitulé Anne Lauvergeon, l'enfant gâté de la République. Oui, c'est vrai que c'est frustrant pour un conseiller qui voit rarement le président et qui lui envoie des notes tous les jours ou presque, et qui reviennent avec un gros vu. Est-ce qu'il les a vraiment lus ? Là, j'étais très contente, oui, c'est vrai. Mais c'est mon côté un petit peu, comment dirais-je, impertinent. Alors justement, ça marche bien pour vous. François Mitterrand vous repère et vous demande de plus en plus de notes au point de vous proposer un poste auquel vous n'aviez pas forcément pensé, Sherpa, conseillère internationale, et vous remplacez séparien Jacques Attali qui a 48 ans, qui est en poste depuis 10 ans. Et là, vous l'avez déjà raconté, vous avez ce qu'on appelle de manière très classique le syndrome de l'imposteur. Ah mais je suis un cas d'école à mettre sous verre. Moi, je suis, vous mettez au musée, je suis le syndrome de l'imposteur, je l'ai connu à chaque étape. C'est-à-dire vraiment, et j'en souffre, c'est-à-dire crise de timidité, doute généralisé. Alors bien évidemment, j'ai appris à le masquer avec le temps, je ne le montre plus, mais c'est vrai que le doute m'envahit et je me dis, ils ont fait une erreur, ils vont se rendre compte de l'erreur qu'ils ont faite et ça va être épouvantable. La seule chose que vous dit François Mitterrand, c'est pas le niveau d'anglais, c'est pas l'incapacité technique sur les questions internationales, c'est si vous voulez faire un bébé dans l'année, je comprendrais que vous refusiez. Oui, c'est vrai. C'est le côté humain. Il était féministe, François Mitterrand ? Ah, pour sa génération, énormément. Quand vous regardez le nombre de femmes politiques qu'il a poussées, promues, oui, profondément. Et je n'ai jamais senti chez lui la moindre ambiguïté sur l'idée qu'une femme pouvait être moins qu'un homme en termes de travail ou de... Non, ça vraiment... Au contraire, je pense qu'il pensait un peu le contraire, que les femmes en faisaient plus. Emmanuel Macron vient de confier le poste que vous occupiez, celui de secrétaire générale adjointe, à 2 femmes. Est-ce que c'est un mauvais signal à votre avis ? Qu'il en faille 2 ? Pour remplacer un homme. Émilie Piette et Constance Bensoussan vont se partager le travail, le social pour l'une, l'écologie pour l'autre par exemple, et elles succèdent toutes les deux à Pierre-André Humbert, nommé ambassadeur à Canberra. Alors les organisations ont beaucoup varié à l'Élysée. Sous Chirac, il y a eu aussi deux secrétaires généraux adjoints à un moment donné. Je trouve ça un petit peu dommage parce que l'intérêt, justement, c'est de savoir faire des synthèses. L'écologie et le social, par exemple, pourquoi les séparer ?
Il faut faire les deux, il faut faire des synthèses, il faut arriver à trouver des équilibres. Donc, je ne suis pas sûre que la surspécialisation soit forcément une bonne idée. Mais enfin, ça, les organisations, on peut en discuter jusqu'à la fin des temps. Alors vous, quand vous y étiez, en 1991, en quoi consistait ce poste de secrétaire général adjointe de l'Élysée ? Alors, secrétaire général adjoint, ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers le temps, il y a toujours un secrétaire général adjoint, un directeur de cabinet, quels que soient les présidents. Les organisations sont à peu près constantes à ce niveau-là, c'est-à-dire le directeur de cabinet s'occupe de tout ce qui est ministère de l'Intérieur et les médias. Le secrétaire général est secrétaire général global, mais aussi beaucoup sur la diplomatie. Secrétaire général adjoint, il est sur les domaines intérieurs, c'est-à-dire la préparation du Conseil des ministres, mais aussi tout ce qui est éducation, agriculture, industrie, économie, finance, etc. C'est un peu le chef de gare pour faire qu'effectivement, chaque semaine, il y a un Conseil des ministres qui tourne rond avec le secrétaire général du gouvernement, qui travaille à la cohérence des différentes attributions des différents conseillers, avec des conseillers, et ça c'est très important, on avait ça sous François Mitterrand, des conseillers qui étaient tous ou toutes des gens très reconnus dans leur domaine. C'est-à-dire qui c'était, le conseiller industriel, c'était Jean-Cyril Spinetta, ancien président d'Air Inter à l'époque, futur président d'Air France. Je peux en citer tout un tas, des gens qui étaient tous des très très bons. Et ça, c'était très agréable de travailler avec un tel orchestre. Vous diriez que ça a baissé le niveau ? Il y avait aussi Régis Debray, par exemple. Je ne l'ai pas connu, mais il était déjà parti. Non, mais c'est vrai qu'il y avait une forme de diversité dans le cabinet de François Mitterrand. C'est ce que disait en tout cas Jean-Louis Bianco. François Mitterrand a eu le cabinet le plus hétéroclite de la Ve République. Totalement. C'est-à-dire c'est des gens incroyablement différents. Il y avait ce qu'on peut appeler les technos, c'est-à-dire les gens qui étaient vraiment sur leur sujet des as en la matière. Et puis, il y avait toutes sortes d'autres personnes qui étaient vraiment, des écrivains, des politiques, des anciens journalistes, des historiens. Donc, il y avait un mélange, et je dois dire que c'était très intéressant, parce que la France, elle est très diverse. Et pour comprendre ce qui se passe en profondeur, et ce qui se passe d'ailleurs en Europe et dans le monde, il faut mieux avoir des gens différents. Est-ce que vous diriez que ce n'est plus le cas aujourd'hui, que la politique a pu perdre de son attrait ? Je crois que la politique a perdu de son attrait, ça c'est très clair. Je pense, moi j'ai une thèse assez simple qui consiste à dire que jusque dans les années 90, le nec plus ultra en France, c'était les parents rêvaient d'avoir des enfants qui fassent l'ENA, qui fassent Polytechnique, qui fassent de la politique, qui soient hauts fonctionnaires. C'était ça Après, le rêve est devenu grand patron dans les grandes entreprises. Donc la course de chars romains dans les grandes entreprises, comment arriver patron. Et maintenant, c'est être entrepreneur. Alors, je ne dis pas que c'est mal, au contraire, c'est très très bien, on manquait d'entrepreneurs en France. Mais on se retrouve avec une réforme de l'État à faire, à conduire, une simplification de tout ça. On est quand même dans un monde avec des normes partout, c'est insupportable. Et finalement, très peu de gens pour faire ces réformes de l'intérieur avec le bon niveau. Et c'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui, je pense. L'État s'est un peu dépeuplé. Est-ce qu'on a un président de la République aussi qui est un entrepreneur ? Il a été l'entrepreneur de lui-même. Sa start-up a très bien réussi. Non, il est entrepreneur de lui-même. Est-ce qu'il est entrepreneur ? Oui, je pense, oui. Comment jugez-vous ces 6 années de pouvoir d'Emmanuel Macron ? Vous savez, c'est toujours très difficile de juger, parce que c'est d'ailleurs très français, on le voit en football, on le voit en politique, on s'érige en juge au-dessus des gens, et on envoie carton rouge, carton jaune, c'est pas bien, moi j'aurais fait différemment, ça c'est nul, etc. Mais qu'est-ce qui le monde est complexe quand même. Qu'est-ce qui lui manque, vous qui connaissez bien les arcanes du pouvoir et de l'Élysée ? Quand vous dites c'est un entrepreneur de lui-même, on perçoit une critique. Non, comme s'il n'embarquait pas le je crois que de toute façon, on est toujours. Il vaut mieux être entrepreneur de soi-même. C'est vous qui m'avez posé la question. Non, je pense profondément, mais ça, c'est pas spécifique à Emmanuel Macron, que le sens du tragique a un peu quitté la classe politique.
Alors la semaine dernière, à votre place, nous recevions pour le premier épisode de cette série sur les conseillers de l'Élysée, Alain Minc, le visiteur du soir. Et on lui a demandé de vous poser une question. La voici. Quand vous étiez auprès de François Mitterrand, avez-vous voulu éloigner certaines personnes de lui pour maintenir votre pouvoir ? Ouh là là, c'est une vision bien machiavélique des sujets. Est-ce qu'on passe son temps à... Non, non, franchement non. D'ailleurs, aurais-je tenté, ce qui n'est pas mon caractère du tout, que je n'y serais pas arrivé. C'est-à-dire que François Mitterrand ne faisait que ce qu'il voulait. Donc l'idée qu'on pouvait lui dicter sa conduite ou sa façon de faire, non. Alors ce qui est sûr, c'est qu'à l'Élysée, comme dans beaucoup d'entreprises ou d'endroits humains, il y a des rivalités. Et vous, votre grande rivalité, vous en avez eu plusieurs, mais c'est sans doute avec le secrétaire général de l'Élysée, votre N+1, dirait-on dans le privé, poste le plus haut placé du palais, qui est occupé par Hubert Védrine. Et là, ça ne se passe pas très bien entre vous. Je me demande si Alain Minc ne pensait pas à lui, d'ailleurs. Que je l'aurais évincé? Oh bah non. Non, pas évincé, mais en tout cas, quand on relit la presse de l'époque, on s'aperçoit que vous êtes la conseillère la plus proche de François Mitterrand, en tout cas bien plus proche que Hubert Védrine. Est-ce que c'est ce que vous ressentiez à l'époque et comment vous l'expliquiez et comment se passaient vos relations avec Hubert Védrine? Bah, ça fait beaucoup de questions à la fois. D'abord, les relations entre secrétaire général et secrétaire général adjoint. J'ai eu l'occasion de parler avec un certain nombre de mes prédécesseurs et un certain nombre de mes successeurs, n'ont jamais été simples. Si vous regardez les relations entre Xavier de Villepin, Dominique de Villepin, Xavier de Villepin, c'est le nom de son père, Dominique de Villepin et Jean-Pierre Denis, c'était terrible. Non, bon, on n'avait pas beaucoup d'affinités l'un avec l'autre. Et c'est vrai que François Mitterrand aimait bien aussi mettre un petit peu les gens en rivalité. Moi, j'ai toujours pris ça de manière très secondaire. Mais bon, peut-être qu'ils l'ont pris de manière plus directe. Un grand patron vous a dit un jour, il faut apprendre avant 30 ans à ne pas rechercher l'amour de tout le monde. Qui était ce grand patron? C'était le patron d'Atokem. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette phrase? Énormément de choses, parce que moi, je cherchais l'amour de tout le monde. Et parce que je suis quelqu'un d'assez affectif. Et donc, logiquement, quand on vous demande de gérer des équipes, etc., bah, vous recherchez l'amour des gens, c'est normal. Et c'est pas une bonne idée. Non pas qu'il faille chercher la détestation, mais il faut pas gérer uniquement le problème comme ça. Et ça, c'est vrai, il faut le faire avant 30 ans, parce qu'après, c'est trop tard. Alors j'ai réussi à le faire avant 30 ans, et heureusement, parce que je pense que l'expérience de l'Élysée aurait été sinon extrêmement difficile pour moi. Alors on va revenir un peu plus tard dans l'émission sur la fin de règne de François Mitterrand que vous avez accompagné jusqu'au plus près pendant sa maladie. Mais en tout cas, quand tout s'arrête ensuite, vous allez retourner dans le privé. En 1999, alors que la gauche est revenue au pouvoir, vous êtes nommé à la COJEMA. Et vous dites à l'époque que la COJEMA était l'entreprise la plus détestée de France. Il n'y avait pas forcément foule de candidats. Et c'est pour ça, peut-être, que dans un pays aussi macho que la France, qu'on avait choisi une femme pour diriger son industrie nucléaire. Je crois que c'est vrai. Ensuite, vous fusionnez Framatome et la COJEMA en 2001 pour créer le leader mondial du nucléaire. L'énergie est une histoire qui n'a pas fini de s'écrire. Continuons de l'écrire avec moins de CO2. Areva. Funky Town, la campagne menée par l'agence emblématique de la Strauss-Kahn Euro RSCG, l'une des publicités emblématiques d'Areva dans les années 2000. Est-ce que vous y avez été associé de près à cette campagne, Anne Lauvergeon? Oui, quand vous êtes président d'un groupe qui lance une campagne globale en plus, oui, vous regardez si les choses correspondent aux attentes. Effectivement, nous on souhaitait qu'on arrête de parler de l'énergie nucléaire avec des airs de technocrates coincés. Et qu'on montre à quel point l'énergie sans CO2, et je suis heureuse que enfin le nucléaire soit perçu comme il est, c'est-à-dire une des solutions au changement climatique. Oui, on a beaucoup travaillé dessus. Alors, en 2001, vous lancez cette grande campagne. L'un des slogans, c'est « Nous n'avons rien à vous cacher ».
Ça ressemble à des slogans politiques, à des façons de faire politique. Est-ce qu'il y a une inspiration comme ça à ce moment-là, quand vous êtes à la tête d'Areva? J'en sais rien. En fait, je vais vous dire, à l'époque, il y a des tas de choses qui se racontent sur la Hague, etc. On fait le choix de la transparence et de mettre des webcams qui, en permanence, filment ce qui s'y passe. Alors, on va être obligé d'arrêter ensuite à cause de problèmes de sécurité. Mais c'était extraordinaire. La première année, en moyenne, les gens passaient 32 minutes à regarder des choses qui bougeaient quand même pas beaucoup. Une usine comme ça bouge pas énormément. Donc on n'a rien à cacher. Venez voir. Et puis peut-être de manière... Là, je pense que l'expérience politique que j'ai eue a pu être utile. L'expérience que j'ai eue avec François Mitterrand. François Mitterrand disait toujours: on ne choisit pas ses opposants. Il faut les accepter. Et au passage, c'est loin d'être facile. En général, on récuse, on n'accepte pas, on s'arc-boute, on s'enferme. Les antinucléaires sont les antinucléaires. Essayons de comprendre pourquoi ils sont antinucléaires. Regardons. Ouais. Ils disent que nous sommes effectivement refermés sur nous-mêmes. C'était parfaitement juste. Ils veulent discuter, on va discuter de leurs arguments, on va discuter de tout, on va jouer le jeu. Donc ça, c'est peut-être très politique, effectivement, par rapport à toute l'historique de l'industrie nucléaire. C'est vrai. En 1999, c'est Dominique Strauss-Kahn qui vous nomme à la tête de la COGEMA. Il est ministre des Affaires économiques, il est à Bercy. Est-ce que vous êtes toujours en lien avec lui? Récemment, non. Comment vous avez vécu l'affaire du Sofitel? Comme tout le monde, stupéfaction totale. Tout le monde savait, beaucoup de gens savaient que Dominique Strauss-Kahn avait un goût pour la gente féminine très développé, mais à titre personnel, je dois dire, je ne me suis jamais sentie inquiète à être dans une pièce avec lui. Alors, quand vous quittez Areva, il y a énormément de critiques à ce moment-là. Vous aviez déjà eu des critiques, en effet, des antinucléaires qui disaient « vous faites de la communication funky ». Et là, c'est les dettes, 2 milliards d'euros, le scandale Uramine. Vous n'avez jamais, j'ai l'impression, exprimé de regret sur cette fin, en fait, de règne. Après 10 ans à la tête d'Areva, il y a très peu d'archives qui racontent... Vous êtes fait discrète. Est-ce que vous avez des regrets sur cette période, sur ce bilan ? Alors, le bilan, c'est pas ce bilan-là. C'est-à-dire que ce qui a été reproché, vous parlez du scandale Uramine, c'est des achats, une acquisition qu'on avait faite qui était absolument nécessaire d'uranium, de mines d'uranium. Après Fukushima, le prix de l'uranium s'effondre, donc les mines doivent être dépréciées. Non, c'est vraiment un montage volontaire, des agressions fortes. Alors, je dois dire que les agressions en question, il y a eu un film et un livre, un film qui a été fait là-dessus avec Isabelle Huppert. Le film La Syndicaliste de La Syndicaliste, exactement. Sorti le 1er mars 2023. Qui montre très bien qu'il y avait un groupe d'individus très haut placés qui avaient décidé effectivement de faire taire et la syndicaliste, donc la présidente du comité de groupe européen d'Areva, et moi. Qu'avez-vous pensé de ce film ? J'y suis allé très angoissé. J'y suis allée en famille, tout le monde me tenant là sur le thème, qu'est-ce qu'elle va voir. J'étais très heureuse pour Maureen Kearney, parce que c'est vraiment... elle a vécu l'enfer. Moi aussi, j'ai vécu aussi l'enfer, mais un autre enfer qu'elle. Maureen Kearney, c'est la syndicaliste. Jouée par Isabelle Huppert, lanceuse d'alerte. Exactement. Mais ils ont réussi à la faire taire. Ils ont réussi d'une certaine façon à me faire taire aussi. Donc oui, ça a été très dur. Très, très dur. Et d'ailleurs, à un moment donné, ils avaient même inventé que Maureen Kearney avait fait tout ça parce que c'est moi qui lui avais ordonné. Donc, je veux dire, ça a été d'une méchanceté persifleuse absolument épouvantable. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire que vous n'avez pas pu dire à l'époque ? À l'époque, je l'ai dit quand même. À l'époque, quelque part, l'idée allemande d'une politique énergétique à base seulement de renouvelables triomphe aussi en France. Le nucléaire est acheté par-dessus les moulins. Aujourd'hui, on voit effectivement que la politique allemande, elle cachait le gaz russe, qui était quand même la variable d'ajustement pas chère et qui permettait au tout de tenir.
On a redécouvert en France le nucléaire, sauf qu'on a perdu depuis donc 2011, on a perdu des milliers de personnes de compétences qui sont parties. On a coupé en deux Areva. Je pense qu'on a fait beaucoup de bêtises industrielles. Et ça va être très difficile à rattraper. Est-ce qu'il y avait du sexisme, selon vous, dans ces attaques? Oui. Alors, moi, j'ai eu affaire à beaucoup de sexisme. Alors, jamais direct, hein, mais... comment dirais-je ? Jamais direct, mais un patron vous a quand même dit un jour, les femmes, c'est fait pour rester à la maison. Et quand vous revenez le voir et vous parlez de votre réussite, il vous répond « Vous n'êtes pas une femme ». C'est ça les vrais machos, ils ne changent pas d'avis. Non, par exemple, quand Areva, à partir de 2004-2005, on a réussi à faire d'Areva vraiment le leader mondial, avec une croissance, un développement, des investissements industriels uniquement en France, etc. C'était un truc formidable. Eh bien, un certain nombre d'hommes se sont propulsés sur le thème « Maintenant, c'est du sérieux, il faut enlever cette femme, quoi ». Passons aux choses sérieuses avec des vrais hommes. Avez-vous des souvenirs de réflexion ou de comportements sexistes à l'Élysée ? Directement, non. Indirectement, oui. J'avais une gentille personne qui m'avait traité de pétasse. Vous prenez aussi à l'époque la défense... Je le prends mal, hein. Vous prenez aussi à l'époque la défense d'Édith Cresson, qui est première ministre et qui subit les quolibets, les critiques, voire même les insultes par Michel Charasse. Vous racontez ça dans votre livre « La femme qui résiste ». C'était effarant. Elle n'était pas nommée qu'elle était déjà descendue en flammes, descendue en flèche. Et alors, il y avait des choses qui tenaient à sa personnalité, mais il y avait beaucoup de choses qui tenaient au fait qu'elle était une femme. Vous racontez presque un banquet à l'Élysée où Michel Charasse aurait crié « Mort à Cresson ». J'ai pas dit ça, non. Non, vous ne l'avez pas écrit dans votre livre ? Non, faut pas exagérer. Mais c'était, on préparait, enfin, il préparait la Lali. Donc non, c'est vraiment, non, il y a un sexisme. Alors qui aujourd'hui qui n'a plus le droit de citer, parce que, en tout cas officiel, quelqu'un le ferait, un homme le ferait, il y aurait immédiatement des problématiques derrière. Mais ça n'empêche pas que les esprits parfois restent, hein. Alors vous, pour vous faire remarquer, parce que c'est un petit peu votre stratégie quand vous avez entre 30 et 35 ans à l'Élysée, vous faites faire des tailleurs flashy. Vous avez même une couturière sur mesure dans le Tarn qui s'appelle Régine Pistre et vous lui demandez des couleurs flashy, sinon on disparaît, on est transparent. Vous aurez même d'ailleurs un des prix, vous avez eu énormément de prix, magazine Forbes, l'une des femmes les plus influentes du monde, mais vous avez eu aussi un prix pour l'une des femmes les plus élégantes du monde. C'est quand même incroyable. Et surtout que j'étais avec c'était dans le Financial Times, qu'avec des gens qui étaient patrons de marques de luxe, etc. Non, j'étais très fier. Avec ma petite couturière tarnaise. Non, flashy, pourquoi ? C'était une stratégie ? Non. On dit souvent que l'habit des femmes en politique, c'est important parce qu'on n'a pas le costume cravate comme les hommes. Voilà, on a Vous le sentiez ça à l'époque ? Oui, et puis je crois que j'ai jamais essayé de ressembler aux hommes. Donc tant qu'à faire, autant effectivement... puis vous savez, moi j'ai changé de couleur de cheveux, il y a des moments où on a envie de quelque chose, j'ai envie de me mettre en rose, je me mets en rose, enfin bon, voilà. Comment avez-vous vécu le mouvement MeToo ? MeToo, comme un mouvement de libération formidable, avec quelques interrogations. La première, c'est bien évidemment l'abus, la dénonciation calomnieuse. Comment se défendre alors qu'on est innocent, parce qu'il peut y avoir des innocents. La deuxième, c'est l'absence totale de MeToo dans les grandes entreprises. Vous avez entendu parler d'une affaire MeToo dans une grande entreprise en France ? Il y a parfois Balance ton agency, justement, dans les startups. On peut voir dans les grandes entreprises. Ah, rien. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une omerta, vous pensez ? Je ne sais pas. J'ai toujours trouvé ça très étonnant. Parce que, oui, je connais quelques cas où il y a eu des vrais sujets. Donc, ça n'est pas sorti. C'est parce que... Donc, il reste des omertas, il reste des zones où on ne parle pas. Parce qu'il n'y a pas assez de femmes au poste de responsabilité dans ces grandes entreprises, selon vous ? Je ne sais pas. France Culture, Sens Politique, Astrid de Vilaine. Alors c'est une tradition dans cette émission, l'invité n'arrive jamais les mains vides. Vous êtes venu avec une archive, on l'écoute et on en parle juste après. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs.
Le nationalisme, c'est la guerre. Ça, c'est un souvenir émouvant. C'est François Mitterrand devant le Parlement européen en 1995. Il ouvre la présidence française de l'Europe. Il vient donc parler à Strasbourg et il termine ce discours comme une sorte de testament d'un homme qui a connu, qui a grandi pendant la Première Guerre mondiale, qui a fait la Deuxième, qui a connu les guerres coloniales et qui leur passe le message les nations oui, le nationalisme non. Et c'était très fort, et ce qui était encore plus fort, c'est vraiment la standing ovation derrière. C'était, oui, c'est un grand moment européen. Vous êtes en coulisses. Oui. Et vous dites, il improvise. Ah, toujours. Enfin, presque toujours. C'est-à-dire que, imaginez-vous que des conseillers se sont décarcassés pendant des jours et des jours pour préparer un discours. Ça a été discuté en présidence européenne, on est sous cohabitation, discussion entre les conseillers de Matignon et de l'Élysée sur le discours lui-même, etc. Il est devant lui, amené par l'aide de camp. On commence à regarder. Et puis... Alors, dans quelques cas, il reprend le discours, le laisse tomber. Les discours avec François Mitterrand, c'était certainement l'aspect le plus cauchemardesque pour les conseillers. Parce qu'il fallait préparer un discours, en général qu'il trouvait très mauvais. Quand c'était des occasions pas très importantes, il le découvrait juste avant, il montait dans la voiture. Si j'étais là, je me prenais l'avoinée sur le thème ce discours, mais c'est très mauvais, c'est... j'essayais de... En général, il avait mémorisé, il avait une énorme mémoire visuelle, une énorme mémoire, donc il savait ce qu'il y avait dedans, les points saillants, etc. Et il improvisait. Alors, dans les discours plus importants, plus significatifs, là, il y avait une préparation en amont qui pouvait... où il demandait à plusieurs personnes des projets de discours différents. Et alors là, on rentrait dans les synthèses derrière. Je me souviens du discours de La Baule, qui a été très haut en couleur. François Mitterrand, c'est le président des secrets. De quel secret avez-vous été dépositaire, vous, Anne Lauvergeon, sa confidente, et son amie? Oui, vous avez raison de dire son amie, parce qu'on est devenus amis. Ce que je pensais absolument impossible entre quelqu'un qui avait une petite trentaine et quelqu'un qui avait plus de 75 ans. Je pensais qu'on était vraiment amis avec sa génération, pas de manière intergénérationnelle forcément. Et d'ailleurs, en tant qu'ami, il me manque. J'adorerais discuter avec lui de toutes sortes de choses autour. Alors les secrets, non. Il m'a fait rentrer, en fait, il était organisé en caissons. Les caissons, c'était comme les sous-marins, des caissons étanches. Et à chaque caisson, il y avait un monde. Un monde avec des amis ou de la famille, etc. Et sa confiance a fait qu'il m'a fait rentrer dans des caissons. Alors, il n'y avait jamais... il n'expliquait pas. Il n'y avait pas de préparation, il y avait rien. Il disait, vous êtes libre à déjeuner, vous êtes libre à dîner. Oui, alors on ne l'était pas, mais je disais oui, bien sûr. On partait en voiture, on partait en avion, et je me retrouvais dans un univers qui était un de ces univers. Il ne m'avait absolument pas préparé, il ne m'avait pas dit ce qu'il fallait dire, pas dire, si, rien, aucune préparation. Les gens chez qui il rentrait dans ce domaine n'avait aucune préparation non plus. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans des dîners, des déjeuners Mitterrand, la famille Mitterrand, le seul élément extérieur. Enfin, c'était étrange comme truc. Où, oui, enfin, je pourrais vous en citer des tas de cas comme ça. Et donc, je suis rentré dans un certain nombre de caissons. Mais je ne suis pas du tout rentré dans tous les caissons. Les caissons, en fait, pour vous, ce sont ces endroits où François Mitterrand gardait très secrètement sa vie privée, ses espaces pour lui. Ces espaces pour lui, ou c'est des espaces de... En fait, il n'essayait pas de faire se rencontrer des univers différents. À quel moment et comment apprenez-vous l'existence de Mazarine ? Je l'apprends un soir d'été.
d'été, un soir de printemps, d'été, oui. Il rentre dans mon bureau et il me demande de vérifier si effectivement Mademoiselle Pinjot est bien reçue à l'école normale supérieure. Alors, je vais vérifier. Il revient. Je dis oui, elle est bien reçue à l'école normale supérieure, philosophie. Il me dit, vous n'êtes donc plus la seule normalienne de mon entourage proche. Et alors, il repart vers son bureau. Puis je le voyais, il était heureux, il avait le sourire, il était... il revient vers moi, il fait « C'est ma fille ». Triomphant, « C'est ma fille ». Pour lui, que sa fille puisse rentrer à Normal Sup, c'était... Mais il était transporté. Alors, je savais l'existence de sa fille. La première fois que j'en ai entendu parler à l'Élysée, quelqu'un m'avait raconté ça. J'avais trouvé ça complètement fou. En me disant, c'est pas possible. Si c'était le cas, ça se saurait, etc. Et puis, bon, effectivement, d'autres personnes parlaient, mais on en parlait toujours comme ça, derrière les rideaux. Il y a aussi un autre élément très important de la fin de la vie de François Mitterrand, c'est sa maladie. Vous êtes très présente à ce moment-là, vous le racontez, que vous allez le voir alors qu'il est en pyjama, allongé, et vous êtes même là, on le voit dans les images de caméras de télévision, lors de sa deuxième opération son cancer de la prostate en juillet 1994, vous êtes juste à côté de Jacques Pilan, et c'est vous qui faites presque la communication, le service après-vente auprès des journalistes. Ah bon? J'ai pas ce souvenir-là, mais... Non, vous avez... Ouais. Vous vous exprimez souvent en son nom pendant qu'il est à l'hôpital. Il y a des archives qu'on peut retrouver là-dessus. Non. Quand il est à l'hôpital, il me demande de passer avec l'ordre du jour du Conseil des ministres et puis un certain nombre de dossiers, etc. Alors, c'est toujours impressionnant de voir un président de la République en pyjama dans son lit. Alors chaque fois, il s'excuse. Je suis désolé de vous offrir ce spectacle, désolé de ne pas vous serrer la main, etc. Mais non, c'était les journalistes qui étaient en bas, massés, attroupés, et qui me posaient des questions avant que je n'aille là-bas. Non, moi je fais pas de communication. Je ne suis pas chargée de communication. Je ne suis pas une communicante. Question Instagram de Stanislas à Lille. Un mot et une phrase pour définir Jacques Pilan. Jacques Pilan, grands yeux bleus, immense, petit homme, grands yeux bleus. Un sourire très chaleureux et l'homme qui savait ne pas communiquer, c'est-à-dire qui était pour la communication, non pas à outrance comme aujourd'hui, mais uniquement de manière significative, forte, et quand on a quelque chose à dire. Donc la parole présidentielle un peu sacralisée. Quel est votre lieu préféré à l'Élysée ? Mon lieu préféré à l'Élysée? Alors, je ne vais pas vous répondre mon lieu, mais je vais vous répondre la chose que je trouvais absolument merveilleuse à l'Élysée et qui m'a fait vraiment de la peine de quitter. Le reste, non, mais c'était un balthus qui était dans l'entrée des visiteurs, qui était des toits du Morvan, des maisons. Ce balthus, je le voyais, dès que je sortais de mon bureau, il était juste au coin. Extraordinaire ce balthus. Alors je pense qu'il est retourné au Mobilier National. Quelle merveille! Ou dans un musée, je ne sais pas. C'était... voilà. C'est ça qui vous a manqué, avec François Mitterrand. Exactement. La semaine prochaine, nous recevrons Camille Pascal, plume de Nicolas Sarkozy de 2011 à 2012. Si vous aviez une question à lui poser, ce serait... Est-ce qu'une plume a le droit d'exister au-delà de ce qu'il fait dire au président ? Merci, on la lui posera pour vous. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe, à la préparation Anne-Claire Bazin, à la réalisation Perret Legras, à la technique Mélodie Hessman et Ludovic Auger, à la vidéo Félix Delacour, grâce à qui vous pourrez revoir cet entretien sur la chaîne YouTube de France Culture. Merci Anne Lauvergeon d'avoir été la deuxième invitée de cette série sur les conseillers de l'Élysée. Vous pouvez réécouter cette émission sur l'application Radio France et sur franceculture.fr. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.